Monsieur Ataï Guédébé, le Bénin a annoncé son retrait du protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dites-nous quelles sont les implications de cette décision et comment le percevez-vous? C'est vrai, ça enlève une possibilité aux citoyens béninois de pouvoir rester directement devant cette cour-là. Il faut savoir que jusqu'à une date récente, ce n'était pas donné non plus aux Béninois. Je crois que c'est en 2016 que le Bénin a adhéré à cette déclaration-là. Et non pas que le Bénin n'était déjà pas parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ni à la Cour. Mais c'était une spécificité, c'était un plus pour les citoyens africains. Évidemment, ça fait un peu... Ça donne l'impression d'un recul, mais c'est un tout. Et on peut avoir le regret que notre pays ne se défende pas autrement. Mais surtout que les conflits politiques finissent par sortir du cadre national, du cadre de notre pays pour s'exposer comme ça sur la scène internationale. Il va falloir que les organisations des droits de l'homme, il va falloir aussi que la classe politique et le gouvernement se concertent davantage sur l'ensemble de ces instruments qui sont relatifs aux droits civils et politiques, afin que, chemin faisant, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, mais qu'on s'en tienne à l'essentiel, qu'on se comprenne sur ce qu'il y a lieu de retenir, parce que au finish, ça peut désespérer et que le citoyen ordinaire confronté à la toute-puissance de l'État ne sache trop à qui s'en remettre pour faire connaître, en cas pour se faire rendre équitablement justice. Les torts sont partagés. Il y a beaucoup de circonstances à élucider autour de ce qui s'est passé. Mais voilà, il va falloir que nous soyons de plus en plus vigilants sur la préservation de nos droits, sur le respect également de ces libertés-là par nos pays. C'est un combat, c'est une quête de tous les jours et ce n'est pas une fin en soi que le Bénin se retire de cette déclaration. Le Bénin n'a pas non plus décidé de tout jeter par-dessus bord. Fondamentalement, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait encore partie de la Constitution béninoise. La Cour constitutionnelle du Bénin est en principe habilitée pour connaître de la violation des droits du citoyen béninois. C'était une avancée fondamentale au niveau de la gouvernance politique en Afrique et dans le monde. Le Bénin a été un précurseur à ce niveau. Et donc l'essentiel n'est pas encore perdu, à mon avis. Parlons à présent des communales prévues pour mai prochain. Dites-nous, avec tout ce qu'on voit, est-ce que vous pensez que le défi du taux de participation acceptable sera relevé? Le problème est que chacun de nous apprécie le taux de participation à sa convenance. Dans les textes, on n'a fixé aucun taux acceptable, en guillemets. Voilà. Donc on peut se retrouver avec 5%, comme avec 95% de participation. Ce serait dommage de toute façon que fondamentalement le Bénin recule de plus en plus au niveau de la participation des électeurs à ces processus électoraux. On a connu le processus calamiteux de 2019 des législatives. On a espéré que, à partir des efforts de dialogue des uns et des autres, à partir des concessions, des corrections intervenues par-ci par-là, on a pu espérer que le jeu serait un peu plus ouvert que, disons, le processus électoral serait le plus inclusif possible. Il n'empêche que malgré ces efforts, nous nous retrouvons avec à peine la moitié des partis désormais existants selon la charte des partis. Mais surtout, nous sommes confrontés à la pandémie du Covid-19. Et donc, c'est une pandémie qui rend imprévisible un certain nombre d'actions, un certain nombre
de situation. Et bien malin serait qui pourrait dire si à la date du 17, le Bénin serait en ordre de bataille pour aller en toute sécurité sanitaire, cela s'entend, à ces élections-là. Voilà, spéculer sur le taux de participation à l'occasion des communales est un exercice périlleux, mais il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour l'optimiser. Il faut que l'ensemble de la classe politique ait pu être partie prenante à ces élections-là, que les citoyens se sentent concernés, qu'ils aient été réellement mobilisés, en tout cas qu'il y ait eu des thèmes mobilisateurs pour les électeurs et qu'ils aient le sentiment que continuer à participer aux processus électoraux, notamment à ceux liés à la décentralisation, en vaut encore la peine. Donc il y a à la fois une question de contexte liée à la charte des partis, son application est assez difficile toujours. Et il y a deuxièmement la question de santé publique avec la crise du coronavirus. Et troisièmement, il y a quand même l'appréciation des citoyens, des électeurs eux-mêmes par rapport à leur intérêt à continuer à participer à ce genre d'élections. Et cet intérêt peut être celui de sanctionner les sortants, de promouvoir de nouveaux candidats capables et de donner un sens au développement local, de donner davantage de réalité à la réforme de la décentralisation qu'on a voulu. Et donc si les enjeux sont explicités, il est possible que, malgré tout, avec les efforts annoncés du gouvernement pour assurer un minimum de sécurité, de protection sanitaire, bon, il est possible que les électeurs trouvent un intérêt à se déplacer. Mais davantage faudrait-il que la Sénat elle-même nous renseigne sur son état de préparation, sur sa capacité d'abord à faire le minimum qui était attendu d'elle, avec maintenant la nouvelle contrainte de disposer d'éléments de propreté, d'éléments de lavage des mains et de protection, à la fois des agents électoraux, mais des électeurs. Et au-delà de ces éléments matériels, il y a réellement à pouvoir convaincre les uns et les autres d'intégrer ces gestes-là qui sont fondamentaux pour la prévention de la maladie. Le temps me paraît un peu court d'ici le 17 mai pour gagner cette bataille-là. Mais chacun devra s'y engager. Ça dépend à la fois de nous, des organisations de la société civile, de la Sénat, des partis politiques, des institutions. De toute façon, nous allons vers des élections singulières. Et mon sentiment est qu'il ne faudrait pas forcer pour forcer et que si la préparation logistique n'était pas optimale et qu'il y avait encore une menace sérieuse sur le risque de contamination, la sagesse, le principe de précaution voudrait qu'on diffère ces élections. Et ça n'aurait rien à voir avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été une espèce d'intrusion d'injonction d'intrusion dans le processus. Mais en nous évaluant de manière autonome, nous sommes en mesure de décider si oui ou non ces élections valent la peine d'être tenues en ce moment-là. Il n'y a pas de course de vitesse possible au nom de la Constitution. Moi, je continue de rester réservé et circonspect par rapport à ce qui est possible. C'est à la Sénat de nous étonner. Alors, j'ai une autre question concernant les communales. C'est par rapport au dossier Armand Gansé. Pour les uns, ça aurait été décent qu'il démissionne, quitte à provoquer un précédent dans la loi. Mais pour d'autres, apparemment, la loi ou les dispositions du code électoral ne permettent plus qu'il démissionne à cette heure-là. Dites-nous, en tant qu'observateur politique et tout, qu'est-ce qui, quand même, aurait été bien après ce tollé? Non, bon, on est fondamentalement sur le terrain de l'éthique personnelle, hein, de l'éthique politique. C'est vraiment aux partis politiques de nous démontrer qu'ils ont fait peau neuve et qu'ils ne tolèrent
plus et qu'il n'y aura plus de tolérance pour ce genre de comportement, de dérive. Et l'individu lui-même qui continue de se répandre en excuse de toute forme plus ou moins acceptable et se refuse manifestement à choisir la voie la plus décente qui soit. Et bon, les électeurs apprécieront s'il faut lui donner leur suffrage ou s'il faut le sanctionner dans les urnes. En démocratie, il y a cette possibilité également quand vous continuez à en faire à votre tête. Mais il est regrettable que dans la vie publique, les uns et les autres soient très peu habités et par ce minimum d'éthique qui aurait voulu que face à ce glissement intolérable en tout cas, bon, on fasse amende honorable et qu'on se mette de côté. Et maintenant il a été nommé et il est possible aussi qu'il a été promu à une fonction administrative. Il a été retenu, sélectionné à l'intérieur de son parti. C'est aux uns et aux autres de l'apprécier également. Si les électeurs, enfin, à moins qu'on en laisse le choix complètement aux électeurs. Alors, on a vu le président Boni démissionner de son propre parti, les Forces Corées, pour un Bénin émergent, et ailleurs aussi les ralliements de part et d'autre aux différents partis de la mouvance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous tendons vers un éclairci du paysage politique au Bénin, ou ce sera juste une reconstitution du paysage politique? La réforme des partis politiques a commencé, mais la réforme des esprits n'est pas de mise de toute façon. Ce qui est constant, c'est que à l'occasion d'un changement à la tête de l'État, il s'ensuit relativement un bouleversement en termes de repositionnement des uns et des autres, à la recherche d'un parrain, d'un patron qui assure protection, avantage et que sais-je encore à un certain nombre d'hommes politiques sans conviction. Sinon, point n'en faudrait de voir ces volte-face, ces ralliements, ces changements de direction. Mais au-delà du changement à la tête de l'État, on a pu voir, même avec les nouveaux blocs constitués, des va-et-vient que d'aucuns qualifient d'épiphénomènes. Bon, si cela doit être toléré comme tel, je crois que le message envoyé quand même est déplorable. Le fait est que des partis constitués au pouvoir, de toute façon, n'arrivent pas à survivre au départ de leur champion, du président de la République du moment. Je crois que ces 30 dernières années au Bénin nous ont suffisamment montré ça avec la renaissance du Bénin, l'UBF et désormais les FCBE. Parce que ce qui a réuni les gens n'était que l'attrait du pouvoir, n'était que les avantages que le détenteur du pouvoir était en mesure d'offrir. Mais s'il n'est plus là, s'il n'est plus en mesure d'offrir cela, il perd de son attrait, de son pouvoir d'attraction. Et donc les gens se déportent vers d'autres pâturages pour rester dans la thématique de la transhumance afin de voir l'herbe plus verte là où ils pensent la trouver. Est-ce que pour demain, les prochaines joutes électorales, sinon la présidentielle surtout, est-ce qu'on tend vers un schéma où seuls les partis pro-talent iront aux élections? Parce qu'à l'heure-là, l'opposition n'existe presque plus. Donc, la réelle opposition ne pourra plus participer aux élections. À quel schéma on pourrait avoir droit? La réelle opposition, comme la réelle majorité présidentielle, n'est jamais figée. La vie politique aussi est faite de dynamique, et donc laissons le temps au temps pour voir comment les bouleversements vont se faire. Toujours est-il qu'en fin de mandat, il y a des repositionnements inévitables. Tout le monde ne peut pas obtenir satisfaction, tout le monde ne peut pas retrouver ce qu'il a espéré, et ça détermine, en tout cas dans notre environnement béninois, un certain nombre de comportements que chacun de nous connaît déjà. Pour le pluralisme, nous l'aurons. Maintenant, on n'aura pas une pluralité d'offres, de projets de société, c'est évident, et qu'il va falloir traîner encore avec ces faiblesses-là au niveau de notre système politique. Tant que les partis politiques eux-mêmes ne se seront pas institutionnalisés, ne pourront pas se
référés à une ligne idéologique n'auront pas des écoles de formation qui empêchent, enfin qui élèvent le niveau de conscience, le niveau de responsabilité des uns et des autres, nous devrons souffrir encore. Nous avons connu la réforme du système partisan portée par le président Patrice Talon il y a peu. Est-ce déjà un échec patent de cette réforme? Moi, je n'ai jamais été convaincu de sa profondeur, puisque lui-même, ce système a fait l'impasse sur la question de la transhumance. À la limite, a fait même l'impasse sur l'origine partisane ou non du candidat à la présidentielle, alors que pendant longtemps, c'était l'antienne la plus éculée des politiciens que de nous chanter que ils n'arrivaient pas à faire élire un des leurs, mais quand ils ont eu l'occasion de faire une réforme de fond en comble, ils se sont encore soigneusement ils ont soigneusement évité de toucher à ça, à croire que ça continue de les arranger. Non, cette réforme est loin d'avoir adressé toutes les questions importantes. Elle a eu le substantiel mérite de refuser les coalitions parce que en réalité, les coalitions telles qu'on les a tolérées et connues par le passé n'ont jamais consolidé le système partisan au Bénin. De ce point de vue, il y a une avancée incontestable de la réforme issue de la réforme. Ça rend la présence des partis politiques, la couverture du territoire national plus difficile. Mais c'est l'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de partis qui prétendent gouverner et qui prétendent même conquérir le pouvoir suprême d'État. Mais au-delà de ça, au-delà de la question du financement de la vie politique qui sera désormais publique, adossée à un certain nombre de critères et au budget de l'État, la réforme n'a pas suffisamment responsabilisé les politiciens. Et j'espère que le bilan en sera tiré assez tôt pour évoluer qualitativement.